Merci beaucoup. C'est une thématique qui nous tient à cœur, nous, corps enseignants. On va aborder une thématique relative à l'interdisciplinarité. Rapprochez un peu votre micro. L'interdisciplinarité lors de l'exercice de nos professions, en l'occurrence spécifiquement pour le diabète. On va entamer cette thématique-là à partir d'un exemple concret de vie réelle. C'est un cas clinique, ça ne marche pas. C'est un cas clinique, c'est une patiente qui s'est présentée chez le pharmacien. C'est une patiente diabétique depuis ses 10 ans. Elle a vécu avec le diabète, elle a été bien briefée toute sa vie. Et il se trouve que, étant jeune fille, étudiante en biologie, en cours de ses études, elle a pris conscience de l'importance de l'exercice par rapport à sa pathologie. Du coup, elle a adhéré parfaitement à tout ce qui est activité sportive et physique qui a donné ses preuves relativement à sa prise en charge au niveau du diabète. Et il se trouve qu'un jour, elle a fait un incident d'hypoglycémie nocturne. Cet incident-là a eu de lourdes conséquences, vraiment de lourdes conséquences, parce qu'il n'y a pas que le physique qui a été touché, c'est même son état d'acceptation de sa pathologie et de sa situation hypoglycémique nocturne qui a laissé de graves séquelles. C'est une patiente qui a commencé à avoir une réticence relativement à sa thérapeutique, à sa prise en charge thérapeutique, et elle a développé un état d'esprit qui est complètement à l'encontre de sa prise en charge. Donc la pharmacienne, bien entendu, quand elle est venue nous voir, on a voulu la récupérer en quelque sorte relativement à cet état d'esprit et on l'a réorientée vers son médecin pour un nouvel ajustement thérapeutique en la rassurant qu'il y a de nouvelles thérapeutiques qui sont beaucoup plus sécures, etc. par rapport à sa prise en charge. Et là, la patiente, elle a perdu confiance et du coup, il fallait absolument intervenir par rapport à cette patiente-là. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur Wish, avec cette Myriam qui a présenté carrément une résistance par rapport à sa pathologie, même avec les explications qu'on lui a présentées, ce n'était pas suffisant. Donc, que faire dans ce cas-là? Très bien, donc ça c'est une très bonne question. Donc ça c'est des cas qu'on voit réellement en pratique. Ce sont des malades habituellement donc, qui souffrent d'hypoglycémie. Et au fait, quand on souffre d'hypoglycémie, et surtout quand elles sont répétées et si elles sont graves et parfois avec perte de connaissance, donc du coup, vous avez un retentissement psychologique qui est vraiment important. Alors en fin de compte, qu'est-ce qui se passe essentiellement et qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est d'aller tout simplement, est-ce qu'il faut lui expliquer l'intérêt du réajustement? Puisqu'est-ce qu'il a fait le médecin en fin de compte? Il a essayé de donner une insuline de 2e génération, c'est un analogue basal, qui va permettre de réduire quand même le risque hypoglycémique chez cette femme, enfin cette demoiselle qui est âgée donc de 20 ans. Mais en fin de compte, on vous dit, expliquer n'est pas suffisant. Parce que c'est une malade qu'on devrait faire rentrer dans un protocole, c'est ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Et on va le voir au fil des slides, que l'éducation thérapeutique, ce n'est pas juste de l'information, c'est plus que ça. Alors effectivement, si je fais une analyse rapide de cette patiente, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je suis devant une malade qui est angoissée. On est d'accord? Je suis devant une malade qui présente une phobie des hypoglycémies. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette patiente? En fin de compte, elle essaye de se mettre en hyperglycémie pour éviter ces situations d'hypoglycémie. Mais en fin de compte, je suis devant une malade qui est quand même résistante par rapport aux nouvelles thérapeutiques. Et là, on le voit, parce qu'il y a des malades qui sont habitués avec leur insuline ancienne, et du coup, le fait de changer le traitement, ça retentit sur le plan psychologique. Alors donc, si je parle de l'hypoglycémie, est-ce que c'est fréquent chez les diabétiques? Ben, c'est très fréquent, notamment ceux qui utilisent de l'insuline. Donc, si on prend le DT1, c'est beaucoup plus fréquent que le diabétique de type 2. Et on connaît aujourd'hui la définition de l'hypoglycémie. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, dès lors que vous avez une glycémie qui est inférieure à 0,70. Le niveau 2, c'est plutôt quand on a des glycémies qui sont inférieures à 0,54. Et vous avez le niveau 3. Et le niveau 3, en fin de compte, c'est quoi? Avec ou sans, c'est-à-dire grave ou non grave,
Et habituellement, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des troubles de la conscience. C'est ça ce qu'on appelle l'hypoglycémie sévère. Alors l'hypoglycémie sévère, ce n'est pas un chiffre, c'est plutôt un malade qui fait des troubles de la conscience et qui nécessite l'assistance d'une tierce personne. Alors quel est maintenant, si on fait des hypos, quel est le retentissement? Alors c'est ce que je viens de dire. Donc c'est un retentissement essentiellement pour le patient, mais ce retentissement, il va faire tache d'huile, essentiellement par rapport au médecin, mais aussi l'entourage. Et qu'est-ce qu'il va faire le malade? Il va essayer de se mettre à l'abri donc de ces hypoglycémies et il va se mettre en hyperglycémie. Et vous savez très très bien, si on a des hémoglobines glyquées qui sont élevées dans le temps, un déséquilibre chronique, c'est les complications. De même, le problème, c'est que l'entourage, parce que tout simplement, donc l'entourage aussi souffre avec ces patients-là et du coup, on a un problème dans l'observance thérapeutique. Et si on n'est pas observant, automatiquement, on aura un déséquilibre et complications dégénératives. Alors, en dehors de l'effet de l'observance, l'hypoglycémie aussi pourrait avoir des conséquences très gravissimes. Alors, regardez un petit peu, c'est le cerveau. Vous savez que quand on a des personnes qui font des hypoglycémies, plus le diabète est ancien et plus les hypoglycémies, on va dire qu'elles sont chroniques et elles sont répétées, ça retentit sur le cerveau. Et on aura, c'est ce qu'on appelle la dysfonction cognitive et même des troubles de la mémoire que peut avoir ce patient-là. Deuxième retentissement, c'est essentiellement les chutes. Je fais une hypo, je chute, donc égale fracture. Mais aussi, on a compris que depuis quelques années, que quand on fait une hypoglycémie, retentissement sur le plan cardiovasculaire. Et les malades risquent de faire une arythmie cardiaque avec même un infarctus du myocarde et ça peut aggraver le pronostic vasculaire de ce patient. Alors il y a aussi autre chose qui est important, c'est que ça donne aussi, ça alimente l'athérosclérose chez le patient diabétique. Donc vous voyez que l'hypoglycémie, ce n'est pas quelque chose de rien du tout. C'est quelque chose qu'il faut quand même regarder de près. Et je ne parle pas du coût de la prise en charge de l'hypoglycémie aujourd'hui, qui est évalué dans certaines études jusqu'à $700. Donc vous voyez que quand même, c'est important de prendre connaissance de ces problèmes. Alors, une fois que je reçois ce patient, il faut l'éduquer. L'éducation, elle est vraiment importante. Donc, c'est l'intérêt de motiver la patiente. Parce que vous avez devant vous une malade, malheureusement, qui a, on va dire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'ETP, elle est dans la rechute. Elle était bien, elle faisait bien son insuline, à un certain moment, elle a craqué. Donc, c'est la rechute. Et quand elle va rechuter, qu'est-ce qui va se passer? Il faut faire, c'est ce qu'on appelle un entretien motivationnel. Donc, on va essayer de motiver la patiente, de la reprendre donc à zéro et d'essayer donc de l'intégrer dans sa pathologie et ses traitements. Et bien sûr, là, il s'agit de discuter avec elle. Il y a le rôle de la diététique, il y a le rôle de l'exercice physique. Mais il y a une chose qui est très importante aussi, il y a le choix de l'insuline aussi. Parce que notamment, si on a, vous savez très très bien, quand on a des insulines, il faut proposer aussi la bonne insuline qui permet de réduire éventuellement le risque hypoglycémique. C'est pour ça que l'industrie pharmaceutique, vous le voyez, on avait fêté en 2021 le centenaire de l'insuline, rappelez-vous, 100 ans d'insuline, c'était le premier médicament inventé pour les diabétiques. Avant, on avait des insulines animales, ensuite on est parti vers les insulines humaines, et depuis quelques années, on est dans l'ère des analogues. Analogue, ça veut dire quoi? Ce sont des modifications de la structure des insulines pour permettre de changer la pharmacocinétique de cette insuline. Soit elle va devenir, on va dire, ultra rapide ou bien ultra lente dans le temps. Et on a aujourd'hui sur le marché donc deux insulines que vous connaissez, l'insuline Degludec et l'insuline Aglargine 300 qui actuellement, donc, elle est enregistrée en Algérie, elle est remboursée, on attend juste le produit qu'il arrive. Alors, donc, si on parle de cette insuline, comment on peut expliquer éventuellement l'effet hypoglycémion moindre de cette insuline? Justement, dans la notion d'insuline, on n'a pas réinventé l'insuline. Les interventions par rapport à cette molécule-là, ça a été dans sa formulation, dans sa mise à disposition au niveau de l'organisme. Et vous voyez que sur le plan, j'allais dire macroscopique, si on prend la notion d'administration, quels sont les points forts relativement à ces insulines-là, surtout la 300. Comme elle est très concentrée, on va avoir des volumes d'injection qui sont moins importantes. Et par rapport à ce volume-là, il y a d'autres facteurs qui interviennent sans rentrer dans les détails. On a la notion de diffusion, c'est surtout la résorption.
c'est pas l'absorption, c'est la résorption, le passage du tissu vers le sang, on a un passage qui sera très lent. Et ce passage-là, c'est le point fort de cette formule-là, elle va permettre une diffusion lente, du coup une dispensation d'insuline et un meilleur contrôle de l'insuline. Comment on a vu ça? C'est par rapport aux études comparatives entre ce qui existe, qui n'est autre que la glargine 100, avec la 300, c'est head-to-head, et on a retrouvé les résultats qui réconfortaient la notion de durée plus prolongée avec une stabilisation de diffusion de l'insuline. Ce qui suit forcément derrière, c'est des valeurs de glycémie qui resteront stables et on va éviter de plus en plus dans les 24 heures de tomber dans les situations d'hypoglycémie. Si on voit qu'est-ce qui a été aussi à réconforter, c'est pendant les essais et le développement des essais cliniques. Aussi, c'est une étude indépendante où il y a eu une étude randomisée avec 2 bras et un washout. Donc ça, c'est techniquement parlant, avec une méthode du clamp euglycémique qui a prouvé que l'utilisation de cette glargine 300U a donné des résultats qui sont dans le sens d'améliorer le contrôle des situations, surtout l'effet indésirable le plus redouté, l'hypoglycémie. D'autres études ont été faites. On ne s'est pas limité, bien évidemment, ce n'est pas un seul essai qui va nous orienter. Les autres essais, les premières RCT sont randomisées et vous voyez que vous avez le comparateur qui est différent. Vous avez le degludec avec le U100 où on a comparé l'efficacité relativement au contrôle glycémique qui était similaire. Et vous avez également l'hypoglycémie où on a une amélioration de l'apparition de cet effet-là. Pour les autres tests, les autres essais, le RWE, c'est des essais qui sont de vraie vie, qui ne sont pas randomisés, où on a comparé les deux facteurs, l'efficacité et l'hypoglycémie, on a retrouvé que c'était amélioré avec la nouvelle molécule. Ça réconforte, justement, ces données-là réconfortent l'avis des praticiens vis-à-vis de la patiente. Maintenant, professeur Hawish, comment on peut encore procéder justement pour encore renforcer notre intervention par rapport à cette patiente? Très bien. Donc là, on a compris qu'effectivement, un des moyens qu'on peut offrir pour cette patiente, c'est déjà le changement de son insuline. Parce que là, si on va vers une insuline, ce qu'on appelle analogue de 2e génération, vous aurez au fait un effet qui est très intéressant. 30% de moindre d'hypoglycémie. Et ça, c'est lié essentiellement à un effet, c'est ce qu'on appelle l'effet plat de cette insuline. Et deuxième chose, vous réduisez la variabilité. Et on sait aujourd'hui que la variabilité glycémique, c'est celle qui entraîne l'instabilité donc du diabète et c'est celle qui va entraîner tout simplement un risque cardiovasculaire majoré. Donc, on réduit la variabilité et on réduit l'hypoglycémie. Alors donc, en dehors du traitement, effectivement, ce que je pourrais dire chez cette patiente, il faut l'intégrer dans un programme d'ETP. Et le programme d'ETP, c'est quoi au fin de compte? D'abord, la malade, elle doit comprendre sa maladie, ses répercussions. Elle doit comprendre quels sont les signes d'hypo, d'hyper, etc. L'hygiène de vie, les conduites à tenir, l'intérêt de l'autosurveillance glycémique. Alors, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle des CGM, des mesures continues de la glycémie. Et bien sûr, il y a une chose qu'il faut évaluer chez nos patients aujourd'hui, c'est le retentissement psychologique. Et là, c'est le rôle aussi du médecin, mais aussi le rôle du pharmacien qui devrait le faire. Alors, donc, dans le processus, quand on dit traiter ou bien informer un patient, est-ce que c'est suffisant? Ben ça, ce n'est pas l'éducation thérapeutique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'information thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi en fin de compte? C'est que vous allez associer votre patient. Il va être associé dans un programme. Alors, vous allez commencer par faire un diagnostic éducatif. C'est quoi le diagnostic éducatif? C'est aller rechercher les besoins de ce patient-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez l'accompagner. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une éducation thérapeutique développementale. Donc, ça veut dire que la terminologie, elle a un petit peu changé. Donc, l'éducation, c'est quoi? C'est aller rechercher le besoin du patient, faire des séances d'éducation thérapeutique, évaluer et ensuite le mettre dans un circuit d'éducation thérapeutique. Alors, c'est pour ça que ça nécessite quoi? Déjà, les techniques de communication. On doit communiquer avec nos patients. Et le pharmacien devrait le faire aussi dans sa pharmacie. C'est pour ça qu'on va parler de ça tout à l'heure. Bien sûr, on a besoin de support, mais on a besoin d'un élément qui est très important, c'est l'organisation. Comment
on peut travailler ensemble, médecins et pharmaciens, pour le bien de ce patient-là. Et bien sûr, ça nécessite des postures relationnelles. Et un élément, un ingrédient majeur, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, ça veut dire qu'il faut être empathique avec le patient et non pas être antipathique ou bien sympathique. C'est deux choses complètement différentes. Alors donc, vous voyez que l'intérêt de ce travail interprofessionnel, le médecin généraliste ou le spécialiste, il est là. Et bien sûr, il faut créer ce pont avec ce médecin qui est le pharmacien, éventuellement dans la prise en charge de ce patient-là. Donc, comment on va faire en pratique? Alors, les deux, on est là déjà dans les actions de prévention. On n'est pas là pour traiter une complication. Oui, on doit le faire, mais il faut agir en amont. Ça veut dire les actions à travers une bonne éducation, ça permet de réduire les complications. Je vous donne un exemple de rien du tout. Et d'abord, d'ailleurs, on a parlé de ça dans une des émissions. Si vous faites une éducation des patients sur le pied diabétique, juste vous lui donnez les 12 conseils, vous réduisez 80% de risque d'amputation. Vous voyez que c'est énorme. Et ça, c'est vraiment important en pratique. Alors donc, on doit développer cette éducation et bien sûr, ça permet d'améliorer. C'est une coopération entre le médecin et le pharmacien autour du patient. Alors, comment peut-on s'organiser, nous les soignants, les éducateurs, que ce soit le médecin ou l'infirmier, avec le pharmacien pour éventuellement apporter un plus à un patient? D'abord, le médecin, il doit comprendre la personnalité du patient. Il doit faire un diagnostic éducatif. Il doit comprendre quels sont les besoins. Il doit évaluer ses compétences. C'est ce qu'on appelle les compétences ou les potentialités de ce patient. Et à partir de là, il va proposer, c'est ce qu'on appelle un plan d'action. Et c'est ça ce qu'on appelle habituellement l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, ça veut dire c'est un diagnostic éducatif partagé. J'ai fait un contrat avec mon patient et mon patient, il a compris ce que je veux. Et bien sûr, il va me dire un oui. Et c'est ça ce qui est important. Alors donc, du coup, il faut sortir, il faut avoir, c'est ce qu'on appelle une casquette d'éducateur. Alors, il y a la dimension cognitive qui est importante. Le malade doit savoir, il doit comprendre. Mais le malade, regardez, il y a la notion émotionnelle qui est importante. Ça veut dire le malade, il devrait être écouté. C'est pour ça que quand on fait l'éducation à un patient, on l'écoute et on parle de l'écoute active. Il y a aussi, le malade devrait être aussi compris, mais aussi il devrait être aidé et accompagné. Donc, vous voyez le rôle du médecin éducateur. Alors donc, je vais passer rapidement par rapport à cette posture, parce que malheureusement, on a une posture un petit peu autoritaire. C'est moi l'expert, c'est moi le médecin, je vous donne ça, vous le faites. Ben non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'une posture d'accompagnement. On doit faire un contrat avec notre patient et on doit explorer et on ne juge jamais. Le malade n'a jamais tort. Là, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire le malade, c'est un malade. Il ressent, mais il n'a jamais tort. Et ça, c'est vraiment important en pratique. Alors, cette posture d'accompagnement, elle est tellement importante qu'elle permet donc d'avoir des bénéfices, que ce soit pour le patient, parce qu'il va comprendre qu'il est au centre de la discussion. Il doit être accueilli dans sa singularité et bien sûr, il va devenir partenaire, mais aussi ressource. Il y a aussi, et ça c'est important, c'est par rapport aux familles. Parce que si vous faites de l'éducation à un patient, vous allez améliorer éventuellement le relationnel du patient avec son entourage. Donc la famille va se sentir éventuellement soutenue. Et en même temps, vous allez partager avec la famille et vous allez créer ce qu'on appelle les ressources. Ressources, ça veut dire quoi? C'est toute personne qui est là habilitée à aider. Et en fin de compte, c'est nous les soignants. Donc médecins, pharmaciens, si on fait de l'éducation, on gagne. Et ça permet de dynamiser toute une équipe, de travailler en interdisciplinarité et de valoriser les rôles de chacun. Le pharmacien, ce n'est pas un commerçant. Le pharmacien, il est là aussi. C'est vrai qu'on vend les médicaments, mais on est là pour apporter un plus pour le patient et améliorer donc l'éducation. Donc, si je parle maintenant, ça c'était le rôle du médecin, quel serait le rôle du pharmacien? Alors le rôle du pharmacien, je pense que sur le plan sociétal, tout le monde connaît le pharmacien du quartier. Du coup, vous allez retrouver une première étape où le patient va passer d'abord chez le pharmacien pour se renseigner relativement à un mal-être. Ou pour le diabétique, il est fidélisé chez son pharmacien, donc c'est la première étape. Le pharmacien, il est là aussi
il détient le contrôle et il dispense le médicament, du coup, c'est le connaisseur du médicament, c'est le spécialiste du médicament. Donc sa parole relativement au produit est toujours écoutée d'une bonne oreille. Tout à la fois, premier référent, donc il est le premier, et aussi il vient à la fin, après la dispensation et son passage chez le médecin, et on a aussi sa disponibilité, ce qu'on voudrait que ça soit permanent, et il doit être présent pour ces patients-là, surtout ceux qui présentent ce genre de problème. Le rôle du pharmacien a été réconforté dernièrement avec le législateur qui a posé carrément le statut du pharmacien et qui lui a donné le rôle en dépit de tout ce qui est cité. Je mets l'exergue on met en exergue la notion d'éducation thérapeutique. Depuis toujours, le pharmacien est là pour son patient, mais il doit s'impliquer techniquement dans l'accompagnement de ce patient-là avec les techniques d'éducation thérapeutique. Qu'en est-il pour son rôle dans cette éducation thérapeutique? Donc, il est là à l'écoute de son patient, il le reçoit, il est le partenaire de son patient. Comme l'a dit professeur Awish, il n'est pas dans un stade ou dans un niveau de supériorité. Il le reçoit, il essaye d'avoir une séance dans le calme avec son patient. Donc, il doit planifier, on est dans la planification des séances. Donc, ou bien on va voir selon la psychologie du patient, est-ce que c'est quelqu'un qui doit être reçu seul ou il est réconforté avec un ensemble de patients. Selon la situation, on organise les séances et on va procéder à former ce patient-là d'ordre pharmaceutique. Donc pour ce pharmacien-là, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces séances? Il a le rôle de prévenir, déjà pour l'ensemble de sa patientèle. Il a aussi le rôle d'accompagner et de réconforter ses patients, et on va les voir un peu plus en détail. Il va expliquer et informer, donc toujours l'explication est de mise pour qu'on ait l'adhérence de notre patient, et bien évidemment, il va promouvoir l'usage du médicament. Pour ce qui est du premier point, tous les patients qui vont passer, un des rôles des pharmaciens, c'est de faire la prévention et surtout aussi de reconnaître les patients à risque. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. L'un des moyens par rapport au diabète de type 2, il y a un outil qui est le Find Risk, qui est utilisé, qui est un scoring à partir d'une fiche, des questions où on va avoir un score pour voir si notre patient, à partir de ces 8 questions, il va avoir un score de plutôt un patient à risque ou pas. Donc c'est l'un des outils, il y en a plusieurs, j'ai choisi de prendre celui-là. On a aussi le pharmacien qui doit être présent et réconforter le patient, ça c'est dans tous les cas. Jamais ridiculiser les propos du patient, toujours l'écouter parce qu'on peut toujours tirer des informations relativement à sa pathologie. On doit expliquer et informer. Qu'est-ce qu'on va expliquer, surtout par rapport à Myriam ? On doit expliquer les notions des règles hygiéno-diététiques qui vont de la nutrition à l'exercice physique et aux examens à réaliser. Quand on arrive aux examens à réaliser, il faut très bien expliquer parce que ça nous arrive d'avoir des pharmaciens ou des personnels de pharmacie qui n'expliquent pas bien et ça amène au résultat faussé. Donc il faut très bien expliquer chaque étape par rapport à ce patient-là, c'est primordial. Même si le médecin en a parlé, il faut repasser. Le matraquage informatif par rapport au patient est très important. Le deuxième point pour lequel le pharmacien peut intervenir, c'est relativement à la notion des risques de sa pathologie. En l'occurrence, les risques les plus extrêmes, le pied diabétique, bien expliquer tous les processus et le quotidien de ce diabétique-là, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter cela, et bien évidemment repasser relativement à la détection des symptômes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. On est appelé à rentrer dans les détails. Pour l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, comment les reconnaître, c'est OK. Comment prévenir l'hypoglycémie? On doit également inclure ces informations-là avec la notion que faire pendant l'hypoglycémie. Et à ce moment-là, on doit absolument insister sur le fait que la famille doit connaître aussi les procédures ou la procédure à entreprendre quand on a un patient qui est en hypoglycémie. Et après, on va passer à notre produit qui est l'insuline
avec ses conditions d'utilisation, de conservation. Et ça, même si le patient connaît, il faut toujours repasser derrière parce qu'on retrouve les patients qui prennent leurs médicaments avec eux et qui le remettent au frigo. Donc, il faut toujours bien expliquer le pourquoi pour qu'ils puissent bien évidemment adhérer. L'utilisation des aiguilles, ça c'est une évidence. Donc, l'intérêt de l'utilisation d'aiguilles 6, 8 ou 12, c'est indispensable. Et on va passer au site d'injection. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce qu'il y a des risques et des effets indésirables relatifs à une mauvaise utilisation de ces injections. Professeur. Comment injecter? Professeur, il vous reste 5 minutes. Oui, Pensez on à y conclure peut-être au moins pour prendre quelques questions. On y est. Alors, la rotation avec tout ce qui est plan d'administration. Donc ça, c'est le rôle éventuellement du pharmacien dans sa pharmacie. Comment éduquer le patient et quels sont réellement les éléments clés qu'on doit lui faire. Maintenant, si je résume, comment je dois accompagner Mariam en dehors bien sûr du changement de cette thérapeutique. D'abord, il y a ce qu'on appelle plusieurs étapes. Alors d'abord, je vais l'inviter. Je vais l'inviter donc à participer. Ça, c'est important. Il faut la motiver. On lui donne notre préférence et on va lui dire voilà, ça c'est une insuline qui va vous donner un bien par rapport à la diminution du risque d'hypoglycémie. On doit l'informer parce que si elle n'est pas informée, automatiquement il y aura un refus. On doit l'accompagner et vérifier qu'elle a compris. C'est pour ça que le mot évaluer dans l'éducation thérapeutique est vraiment important. Et enfin, on va lui expliquer les différents traitements et surtout les interactions pour assurer une bonne observance. Alors donc, le coup, le TP, c'est quoi? Il s'agit de centrer le patient, c'est-à-dire on va se centrer sur les besoins de ce patient-là. Et je termine avec cette plaque. On doit préparer la visite, on doit regarder, identifier les problématiques et les besoins et les objectifs qui doivent être smart, spécifiques, mesurables et atténuables dans le temps. On doit s'accorder avec les compétences que devrait avoir cette malade Mariam. Et aussi, on va tout simplement travailler en collaboration avec le pharmacien essentiellement pour construire, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle donc un programme de TP ensemble et on s'accorde sur les méthodes parce qu'on peut utiliser au jour d'aujourd'hui des outils d'éducation thérapeutique et vous voyez qu'on va évaluer le processus pour voir si ça a bien fonctionné et bien sûr c'est une nécessité de faire une prise de décision partagée et c'est ça ce qu'on appelle habituellement le contrat avec le patient. Un contrat, ce n'est pas quelque chose d'écrit, c'est un contrat moral. Plus vous allez faire ça, vous allez voir que le malade, il va adhérer. Et je termine avec la plaque de notre maître Alain Gollet, qui est un des pionniers de l'éducation à l'échelle mondiale. Si on ne partage pas avec le patient, il ne pourra pas devenir co-thérapeute ni patient partenaire. Et on vous remercie. Merci.